Là, on discute, les amis. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Bonsoir à tous, au bonjour. Je ne sais pas si vous allez écouter ou regarder ça en journée. Aujourd'hui, je suis avec Grégoire. Merci Grégoire d'avoir accepté l'invitation. On s'était déjà croisé une première fois à un événement sportif, il me semble. C'est ça. Et donc aujourd'hui, on va partager quelques minutes pour parler de plein de choses. Pas forcément de muscu, même si on s'est rencontrés sur un événement un peu relatif à la muscu. Là, on va aborder le sujet des étudiants, de créer sa propre activité et ses propres sources de revenus. Donc, il y a plein de choses intéressantes à aborder. Petite présentation, Grégoire, avant qu'on commence à discuter. Donc, tu as 23 ans, tu es sur YouTube depuis maintenant 2 ans et le principe, c'était que tu filmes un peu ton quotidien d'étudiant et montrer ton style de vie avec la muscu, les études et YouTube. Maintenant, ta chaîne a dépassé les 100 000 abonnés, il me semble. Yes. Félicitations. Merci. Ça fait plaisir. Ouais. C'est une grosse étape à dépasser. On espère que ça va augmenter encore. Et puis, tu as validé il y a quelques mois ton master en droit. Oui. Et maintenant, tu as ton activité de youtubeur, entre guillemets, à plein temps. Exactement. Même si, j'imagine que tu fais plein d'autres choses. Tu as écrit un livre, le livre des étudiants. Tu es présent sur TikTok avec 50 000 abonnés, 15 000 sur Instagram. Et tu as un podcast, le podcast des étudiants, avec plus de 200 épisodes. C'est ça. Non, mais ça, je savais pas aussi. Je vois le chiffre là devant les yeux, mais c'est incroyable. En 2 ans, donc parfois j'en faisais un par jour, parfois j'en faisais 3 par semaine. Ouais. Mais oui, ça fait 200. Même moi, c'est impressionnant de voir ça, mais c'est juste que je faisais ça toutes les semaines, quoi. Bon, pour le coup, c'est moi le rookie. Et c'est toi qui vas. Oui, voilà. Si jamais je fais des erreurs de podcast. Installe-toi, Nassim, prépare-toi. On n'en rajoute pas. Ça va bien se passer. Si jamais je fais des erreurs de podcast, t'hésiteras pas à me le dire. Bon, c'est cool. C'est plein de choses que tu as réussi à accomplir à ton âge. Moi, à 23 ans, je sais plus où j'étais. Je crois que je venais de valider mon diplôme d'éducateur sportif. Mais c'est clair que j'avais pas une vision aussi précise de ce que je voulais faire. Donc, c'est pour ça que je voulais en parler avec toi. Mine de rien, ça m'impressionne. Je suis admiratif d'un parcours comme celui-là. Mais il y a un truc, il y a la première question, déjà, ou probablement le premier sujet qu'on va aborder, c'est justement ce statut d'étudiant. Ces dernières années, je trouve que le statut d'étudiant, il a un peu changé avec la crise sanitaire qu'on a traversée. C'est plus la même chose. Beaucoup d'étudiants ne savent plus où ils vont, n'ont plus trop confiance dans le système éducatif classique. Ils n'ont plus trop confiance en les diplômes qu'ils vont passer, leur légitimité. Donc, ils se posent plein de questions. Et toi, j'ai l'impression que tu t'es posé ces questions avant même qu'elles soient populaires, entre guillemets, avant même qu'elles traversent l'esprit des étudiants, et tu as un peu pris les devants. Est-ce que tu le ressens de la même chose, tu le ressens de la même façon ou pas du tout? Oui, c'est des questions que je me suis posées. L'avantage que j'ai eu, c'est que je me le suis posé avant, j'ai l'impression de me les être posé avant plusieurs personnes, parce que moi, j'étais à la fin de mes études aussi. Ah ouais, ok. Donc forcément, on ne se pose pas les mêmes questions lorsqu'on vient d'arriver en licence, par exemple, où notre priorité, c'est de vite trouver une méthode de travail, vite se faire des amis si on n'a pas d'amis dans la fac où on vient d'arriver. Et moi, j'étais arrivé en licence 3, master 1. Donc moi, à ce moment-là, je me posais plus les questions qu'on se pose lorsqu'on était au début de l'université. Ouais. Et je me posais justement des questions de est-ce que je suis vraiment en train de travailler sur un diplôme qui va garder sa valeur? Qu'est-ce que je vais faire après avoir eu ce diplôme? Tu essayes d'anticiper. Et donc moi, j'étais plutôt dans cette phase-là, justement, où j'essayais d'anticiper après les études. Et donc, oui, je me suis posé des questions un peu en avance par rapport à d'autres, mais c'est aussi pour ça que j'en parle sur YouTube, pour essayer d'initier au maximum la réflexion dès le début des études pour ceux qui regardent mes vidéos, par exemple. Et t'en es arrivé à quelle conclusion, en fait? Est-ce que t'en es arrivé à la conclusion que, je vais grossir le trait, les études, ça sert à rien, les diplômes, ça sert à rien? Est-ce que tu regrettes d'avoir passé 5 ans d'études pour valider ton master en droit? Est-ce que ça te sert à quelque chose, tu vois? C'est un peu ça qu'on a envie de savoir. Et je pense que beaucoup d'étudiants qui auraient peut-être 18, 19, 20 ans ont envie de le savoir aussi. Ouais, alors il y a beaucoup de choses. Donc, le diplôme déjà. Moi, j'ai une famille composée à 90% de professeurs. Ah, donc, intéressant. Si je commence à avoir un discours négatif sur le diplôme, tu te fais éclater. Je pense que j'ai plus de famille. Donc, j'ai toujours eu un discours nuancé sur le diplôme, dans le sens où je considère qu'il y a des diplômes, en effet, qui sont peut-être survalorisés, d'autres qui vont garder de la valeur avec le temps. Moi, la conclusion que j'ai tirée de mes études de droit, parce que j'étais en droit, c'est que les études de droit, la valeur va, selon moi, être la même. Le diplôme va garder en valeur au cours des années, parce qu'il y a plein de compétences qu'on apprend à la fac de droit, parce que les connaissances sont assez gardées dans la fac de droit, c'est-à-dire que tu ne peux pas apprendre le droit sur YouTube véritablement. Tu peux apprendre plein de choses sur le droit, il y a des vulgarisateurs en droit, mais tu ne pourras jamais avoir ton diplôme
de droit avec des vidéos YouTube ou des formations YouTube, par exemple. Ouais. Donc, selon moi, le droit, c'est un domaine particulier, mais c'est un domaine où j'étais assez content d'avoir fini mes études et j'étais content d'avoir terminé ça. Et c'est une question qu'on m'a posée justement, est-ce que tu ne regrettes pas d'avoir fait 5 ans d'études de droit pour être youtubeur? Mais ma réponse était non, parce que déjà, j'ai lancé ma chaîne YouTube pendant mes études. Mmh. Donc ça m'a servi à me motiver aussi à apprendre mes cours pour pas passer pour un idiot sur YouTube Ouais. au moment d'avoir mes résultats. Tu vois, c'était vraiment une bonne dynamique. Ouais. Et un peu comme quand tu t'engages pour faire une transformation physique sur YouTube, ben, tu te dis, bon, bah, j'ai plutôt intérêt à réussir. Ouais. Donc moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et puis, j'ai appris plein de compétences avec le droit, créer une entreprise parce que j'ai fait du droit privé, du droit des affaires. Donc, ça m'a servi lorsque j'ai créé mon entreprise pour YouTube. Ok. En fait, c'est vachement intéressant ce que tu dis et ça a du sens. Surtout le fait de dire le droit, bah, tu peux pas l'apprendre ailleurs. Ou en tout cas, ça semble très compliqué. Alors qu'il y a beaucoup de choses que maintenant, tu peux te former gratuitement, entre guillemets, sur YouTube ou sur d'autres réseaux sociaux. Je sais pas, est-ce qu'on pourrait en avoir un exemple? Bah, la vidéo ou la photo, ou le J'ai graphisme, tout tu appris vois. sur YouTube, par exemple. Voilà, exactement. Moi aussi, je suis un peu autodidacte, même si, je sais pas si tu le sais, j'ai fait des études d'art plastique. Oui, Et un de peu, cinéma. et un peu de cinéma, bien vu. Donc, j'ai aussi appris ça en cours. Mais c'est vrai que le droit, c'est assez spécifique. Mais du coup, si jamais tu avais décidé de faire des études dans un autre domaine, comment est-ce que tu aurais envisagé ça? Est-ce que tu aurais fait machine à... J'imagine que, bon, tu vas devoir te projeter, hein, mais est-ce que tu aurais pris la même décision si jamais tu étais dans un autre domaine? Bah, honnêtement, je me pose pas la question parce que justement, je me dis, j'ai eu beaucoup de chance d'être en droit. J'y suis allé un peu par hasard parce Mmh. que je voulais pas faire de prépa parce que j'étais pas le meilleur élève et je pense pas que j'aurais été sélectionné en prépa, par Ouais. exemple, lorsque j'ai fait mon lycée. Et puis à l'époque où j'étais au lycée, si tu choisissais une université, tu étais sélectionné à 100%. Mmh. Donc moi, c'était sur APB à l'époque et bah, j'étais content d'avoir comme ça, j'avais pas de pression. Je savais que si j'allais à la fac de droit, j'allais être sélectionné et c'était nouveau pour moi, ça faisait un petit peu exotique. J'en avais pas eu au lycée, j'en avais pas eu. J'avais fait un stage en troisième chez un Ouais. avocat. Je me suis dit pourquoi pas l'endroit. Mais je t'avoue que je sais pas du tout ce que j'aurais fait si j'avais fait d'autres études parce que le droit, ça allait assez bien pour mon parcours. Donc je Clairement. préfère pas me poser la question. Je suis très reconnaissant d'avoir fait du droit et je sais pas du tout. Tu vois, ça me fait peur de me dire un autre parcours, qu'est-ce qui se serait passé? Ouais. Ça me fait peur parce que vraiment, ces dernières années, je suis assez content des choix que j'ai pris et ça me fait peur de m'imaginer dans une autre direction. Je suis à la place que j'ai aujourd'hui, je suis assez content de l'avoir et ça me fait peur de penser à une autre place en fait. Bon, bah, tant mieux. Autant ne pas se casser la tête et déprimer sur des choses qui n'arriveront jamais, qui ne Voilà. sont pas arrivées. Donc, tu as bien raison. Est-ce que tu étais t'étais un bon élève ou même pas? Non, j'étais un élève moyen en fait. Ouais. C'est-à-dire que j'avais pas de difficulté à valider non, au trimestre, au lycée, Mhm. tu vois. Au lycée, ça allait, j'ai jamais eu de difficulté, mais j'avais pas les félicitations parce que je bavardais trop. J'étais un Mhm. élève bavardeur, donc ça m'enlevait toutes mes. Tu vois, j'ai parfois des professeurs insister au conseil de classe que j'ai une mention Ouais. ou une félicitation du jury parce qu'ils considéraient que je faisais du bon travail. Et puis il y en avait toujours un qui disait non parce qu'il bavarde trop en cours, ça Il y en a n'invente pas. toujours un. Voilà. Il y en a toujours un qui Ou fait ça. plusieurs, hein. Moi, j'en avais plusieurs. Ah ouais, la totale. Ouais, donc voilà, élève moyen, 13-14 de moyenne au lycée, mention bien au lycée. Et puis voilà, donc un élève Mhm. moyen, jamais été dans le top de la classe. Ok. Mais du coup, après ton master, pourquoi t'as pas continué? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour te dire, OK, j'ai fait ce que j'avais à faire dans mon master, ça s'est bien passé, enfin, je suis content de l'avoir fait, si on résume, mais tu as quand même basculé sur quelque chose qui est un peu différent, voire Oui, je suis même, allé sur, je suis voire allé même sur YouTube. totalement différent. Ouais, il y a pas de diplôme pour, Y a aller pas sur de YouTube. diplôme. Donc oui, en effet, j'ai fait 5 ans de droit pour, faire, un métier qui n'exige pas de diplôme et qui est nouveau aussi. Il y avait 2 raisons. La première, c'est que je gagnais ma vie sur YouTube déjà. Mmh. Donc Comment ça, je veux les plans, moi. Comment ça, tu gagnais ta vie bah, sur c'était qu'il YouTube? y a 6 mois, hein. Ah C'était ouais? qu'il y a 5 mois, la fin de Mais mes études. incroyable comme c'est J'ai récent. eu mon diplôme en octobre et enfin, j'ai validé mon année en septembre, j'ai eu mon diplôme en octobre. J'ai filmé la cérémonie de fin pour J'ai vu YouTube. ça, Tu ouais. vois, c'était ça un peu le moment symbolique, C'était stylé. avec les chapeaux, C'était stylé, ouais. donc c'est T'as jeté cool. le chapeau après? Ouais, c'est ça. Ah, J'ai cool. même eu une petite dédicace du directeur de la promotion qui avait dit, en gros, à chaque fin de cérémonie, il parle un petit peu de comment vont ses élèves. Mmh. Et donc, il disait, il y en a qui ont trouvé une alternance, il y en a qui ont trouvé un stage, il y en a qui préparent le concours d'avocat. Mmh. Et il dit, il y en a même un qui a créé son entreprise. Et il me pointe du doigt. Et là, je suis content. Petite fierté, ouais. Ouais, surtout qu'il m'avait mis 8 sur 20 il y a 2 ans dans une matière en droit. Donc, c'était un peu la revanche pour moi. Ça, c'est Donc, bon. c'était cool. Ça fait plaisir. Donc, oui, c'était qu'il y a 6 mois, la fin de mes études. Non, un peu moins, on est en Mmh. février. C'était il y a 4-5 mois. Et je vivais de mon activité sur YouTube. J'avais déjà créé mon entreprise. Donc,
je me lançais pas dans l'inconnu. Et la deuxième raison, c'est que je me voyais faire absolument rien d'autre. Je me voyais pas du tout préparer un concours comme le font certains de mes amis en droit. Je me voyais absolument pas faire quelque chose d'autre. Donc, c'était assez évident pour moi d'aller à fond sur YouTube. Ouais, tu avais fait ce que tu avais à faire. Donc maintenant, il était temps de passer à quelque chose d'autre. Tout en étant fier, j'imagine, de l'expérience que tu as développée avec le master, Oui, c'est en ça. droit. Et puis voilà, j'ai appris des choses en droit. Là, je vais passer en société. Là, j'étais micro-entrepreneur et je vais passer en société. C'est pareil, j'ai fait du droit des affaires, du droit des sociétés, donc ça m'aide. Et puis là, il y avait tout pour que j'y aille. Il y avait le côté émotionnel où émotionnellement, ça me procure plus de choses de faire du YouTube, d'aller sur YouTube. Et le côté rationnel où je gagnais déjà ma vie Ouais, sur YouTube. bien Donc, sûr. ça appuyait aussi mes émotions, on va dire. Ça faisait sens. Exactement. Pour ceux qui regardent ou qui écoutent, tu as mentionné micro-entreprise et société. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui connaissent absolument pas la différence et ils se disent, mais ils se posent ces questions à 23 ans, mais c'est bon, on regarde des animés et ça remboîte comme tout le monde. Je regarde des séries. Hein. Ah, bah, c'est bon, on en parlera peut-être après. Mais est-ce que tu peux peut-être faire la distinction entre les deux? Comme ça, vaut mieux que ce soit toi qui le dise en plus. Oui, donc il y a plusieurs statuts qui sont proposés par la législation française lorsqu'on veut créer une activité et lorsqu'on commence à générer des bénéfices. Donc, il y a un statut qui est assez facile pour les débutants, on va dire. C'est le niveau débutant. Après, il y a intermédiaire et confirmé, tu vois. Mais le niveau débutant, c'est la micro-entreprise qui est assez simple à créer. Moi, je l'ai créé en une demi-journée. C'est quelques papiers à remplir. Tu dois spécifier ton activité, etc. Et puis, tu reçois une lettre, tu valides, etc. Donc, c'est assez facile. Il y a plein de tutos d'ailleurs sur YouTube. Hein. Moi, je me suis formé même sur YouTube. On n'apprend pas forcément ça à la fac, c'est des détails, mais à la fac, on apprend plutôt les contentieux dans les sociétés, donc ça ne nous concerne pas, nous, au début, heureusement. Ouais. Donc, micro-entreprise, ça permet donc d'avoir une déclaration facile à faire, c'est tous les mois ou tous les trimestres. Moi, je déclare mon chiffre d'affaires, je paye des cotisations sociales, un impôt sur le revenu, et c'est facile. C'est facile, j'ai pas beaucoup de papiers, j'ai pas de comptable, etc. Et après, tu peux créer ta société. Lorsque tu déplaces souvent les plafonds d'auto-entreprise, ou alors lorsque tu as vraiment des dépenses importantes et ça serait intéressant de passer en société. Et là, c'est plus compliqué, mais c'est d'autres formalités. Les emmerdes commencent. Je te dirai dans Ah bah moi, je te le dis, donc je te le dis après de toi. Non, c'est pas des emmerdes, c'est une super aventure. Il y a des avantages. Bien sûr, il y a des avantages et des inconvénients. Et peut-être qu'il y en a beaucoup qui, en écoutant ça, ils se disent, mais créer une entreprise à 18, 19, 20 ans, micro-entreprise, c'est hyper simple, comme tu l'as dit. Tout le monde peut le faire. Un étudiant peut cumuler des revenus de micro-entreprise plus ses études, par exemple. Donc, c'est toujours la première étape la plus intéressante. Moi aussi, j'ai commencé par ça, de toute façon. Je pense que beaucoup de gens commencent par ça. Donc, c'est cool de pouvoir faire la distinction entre les deux, de lever certaines questions sur ça. Et en fait, il n'y a pas trop de prise de risque avec la micro-entreprise. C'est ça qui est cool. C'est que tu gagnes ou que tu ne gagnes pas, tu ne vas pas en souffrir. Donc, c'est toujours bien d'essayer de se lancer si jamais on a une idée de revenus qui pourrait se mettre en place. Oui, c'est fait pour les débutants, c'est fait pour essayer. Donc, il n'y a pas trop de pression à avoir là-dessus. Autant la créer, on peut la fermer aussi simplement qu'on la crée si ça se passe pas bien. Donc, et puis, il y en a qui pensent que ça a des frais si on n'a pas de revenus, alors que si tu n'as pas de revenus, tu déclares zéro et tu payes zéro. Donc, c'est bien que ça existe. Et là, on bascule dans la première ligue. Je vais bientôt passer en première ligue. Ouais. Ça, c'est cool. Ouais, j'ai hâte. Une autre aventure commence. C'est ça. Mais du coup, c'est bien qu'on puisse aborder le sujet des revenus. 3 000 € par mois avec 7 sources de revenus. Est-ce que tu te foutrais pas un peu de notre gueule? Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, non, mais en fait, j'ai vu ce titre. Je me suis dit, c'est bon. Encore un mec qui va nous. Enfin, je te connaissais, mais je me suis dit dans ma tête, c'est bon. Encore un gamin. Excuse-moi. Encore un gamin qui va nous sortir. Du dropshipping. Ouais, du dropshipping, qu'il a investi dans les cryptos, qu'il a investi en bourse, qu'il a des NFT, tu vois, tout le bordel. Bon, c'était un peu putaclic, j'imagine, un titre comme ça. Ou même pas. C'était vraiment. Vas-y, raconte. Alors, par contre, c'est vrai que le problème, c'est que. Alors, déjà, moi, je parle beaucoup, normalement, à l'origine de la chaîne, c'est productivité, ma chaîne YouTube. Productivité, apprendre ses cours plus vite, se motiver pour aller à la salle, se motiver pour réviser. Et oui, je me suis dit, pourquoi pas un jour parler de mes sources de revenus. Et c'est vrai que ça fait tout de suite très cliché. Dès que tu. Ça fait très Parce cliché. qu'il faut faire une miniature quand tu es sur YouTube. Et je me dis, je mets quoi comme miniature, tu vois? Eh ben, je mets 3 000 € par mois. Même au début, j'ai pris un billet de 10 et je voulais mettre de la miniature pour dire ça parle d'argent, mais je ne savais pas comment le faire. Donc, j'ai fait une miniature classique où je crois que je mets mes doigts comme ça et il y a un titre avec marqué 3 000 par mois ou 5 000 par mois parce que j'en ai fait 2 sur le sujet. Ah, c'est monté à 5 000 par mois maintenant? D'abord, ouais, alors. Ah, on en apprend tous les jours. C'est très compliqué en fait quand tu. Non, commence pas, c'est pas compliqué. Explique. Ok, donc déjà, non, je me fous pas de ta gueule. Je me fous pas de ta gueule, Nassim. Tu pensais que c'était. Oui, c'est ça, c'est le côté cliché.
C'est le côté cliché. Ou est-ce que c'est sur le montant? C'est pas sur... Non, c'est le côté cliché. Vu que je te connaissais déjà, entre guillemets, on a déjà parlé ensemble, j'avais pas de doute. Mais quelqu'un qui te connaît pas, qui voit un titre comme ça et qui se dit, bah, le gars, il a même pas 25 ans. Par rapport à l'âge, ouais, bah, il y a parce qu'il y en a, c'est par rapport au montant. Dans le sens, tu peux pas gagner 3 000 ou tu peux pas gagner 5 000 à 23 ans. C'est ça où certaines personnes doutaient. Bah, je pense que c'est un peu l'association des deux. Oui, c'est ça, ok. De toute façon, c'est cliché, quoi qu'il en soit. Moi, je vois une vidéo YouTube avec écrit 5 000 € par mois avec 7 sources de revenus, que le gars ait 23 ans ou 40 ans, ça me fait un peu chier. Ouais. Mais après, de voir les deux en même temps, j'avoue que ça fait cliché. Alors, mais bon, oui, les clichés, il y en a de partout, même dans les vidéos de muscu. Moi, je me mets torse nu sur une vidéo développer vos pecs, c'est cliché aussi. Et c'est les vidéos qui marchent le mieux aussi. Donc, alors, je vais faire une petite plaidoirie. T'as pas à te défendre, moi je te crois. Déjà, c'est une question de référence. Ouais. Moi, je suis sur YouTube depuis longtemps. Je vois pas mal de vidéos passer sur YouTube depuis longtemps sur le sujet des revenus. Moi, j'ai déjà vu un gars de 17 ans aux États-Unis qui gagne 15 000 € par mois, qui l'a mis en miniature, etc. Donc, moi, quand je dis 23 ans et 3 000 ou 5 000 par mois, ça me paraît pas énorme. Donc, c'est vraiment une question de référence. Mais c'est vrai que ça, justement, j'avais peur en faisant cette vidéo que mon audience pense que c'est bon, il a vrillé, il a fini ses études, il va partir dans. Ouais. Il va faire que parler d'argent, etc. Pas du tout. En fait, cette vidéo, c'était pour montrer comment est-ce qu'un créateur pouvait vivre de sa passion. Parce que moi, justement, ça fait des années que je suis YouTube en tant que spectateur et j'entends plein de fois cette phrase « je vis de ma passion ». Et on ne sait pas ce que ça veut dire, vivre de sa passion. Et moi, du coup, je vis de ma passion maintenant. Je fais partie de ces gars-là qui disent « je vis de ma passion ». Et je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est quoi mes sources de revenus qui me permettent à la fin du mois de vivre de mon activité? Et donc, j'ai pris toute mon activité sur YouTube et ce que je fais à côté, donc le livre, le podcast, la chaîne YouTube, les sponsors que je peux avoir sur ma chaîne. Et j'ai expliqué voilà, toutes les sources de revenus. Et à la fin du mois, bah, j'ai vu que certains mois, ça faisait 3 000 ou 5 000. Et en fonction des mois que j'avais, bah, j'ai mis sur la miniature le chiffre que j'avais eu à la fin du mois. Trop bien. Donc oui, c'est vraiment les revenus que j'ai payés. Que tu as déclaré, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, et puis oui, il y a peut-être l'URSSAF qui regarde mes vidéos, donc je vais pas faire trop le malin, tu vois. Non, vaut mieux donc pas. c'est vraiment les chiffres que la vidéo que j'ai faite, les 2 vidéos que j'ai faites, c'est vraiment le chiffre que j'ai déclaré à la fin du mois. Ouais. Est-ce que tu t'es pris des mauvais commentaires? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été un peu sceptiques? Bah, bizarrement, non. Je trouve qu'elle a été assez bien accueillie parce que j'ai fait un gros disclaimer au début de la vidéo aussi. Je ne suis pas sûr que c'est joué, mais je pense que c'est plutôt l'attitude en fait. Dans l'attitude de la vidéo, j'étais pas du tout, je me suis pas mis en tant que coach ou je suis supérieur à toi au début de la vidéo. En plus, c'était plus descriptif que je veux vous vendre quelque chose, parce que tu sais, quand on voit ce genre de titre, la plupart du temps, il y a quelque chose à la fin de la vidéo. Il y a un petit truc. Attendez, vous avez cette source de revenus passive. Exactement. Télécharge le PDF. Avec les cocotiers derrière. Exactement. Donc toi, c'était plus, c'était purement explicatif en fait. C'était de la vulgarisation, comme c'est l'origine de ma chaîne YouTube. Donc oui. Et puis oui, l'attitude, je pense, ça a joué. Parce que voilà, j'ai vraiment pas eu beaucoup de. Il y en a même qui m'ont dit, bah, t'as l'air de beaucoup travailler. Ça m'étonne que ce soit pas plus. Tu vois, ou genre, pour travailler autant, franchement, je préfère faire un métier où je travaille un peu moins et c'est 3 000 par mois ou 2 500 par mois. Tu vois, donc. Ouais. Après, tu sais très bien que sur YouTube, il y a des gens qui. Il y a un peu toujours les extrêmes. Mais l'énorme majorité, c'est là où j'étais très content de la vidéo parce qu'elle a quand même fait 450 000 vues, donc ça a largement dépassé mon audience. Bien sûr, c'est un énorme succès. Ouais, et je suis très content des retours qu'il y a eu sur la vidéo. Ok. Bah, tu as plutôt bien répondu à la question et je dois dire que c'est cool d'avoir ton explication et je doutais pas trop que tu n'aies pas eu tant de commentaires négatifs que ça, parce qu'effectivement, ton attitude, elle fait qu'on a envie d'écouter, on est un peu curieux et on se dit, bon, le gars a l'air honnête, il veut pas nous refiler un truc, il veut juste expliquer par quoi il est passé, et je pense que c'est un bon exemple pour les étudiants qui ne savent pas trop où ils en sont, qui ont un peu peur de l'avenir, qui se disent comment je vais pouvoir gérer tout ça. Moi aussi, j'ai une passion, j'aimerais pouvoir commencer à en vivre. Il y a Grégoire qui nous a un peu expliqué comment il a fait. Peut-être que je peux m'en inspirer et avoir le même parcours. La limite de cette vidéo, je l'ai trouvée avec les commentaires et un petit peu avec mes propres réflexions. C'est que c'est vrai que cette vidéo, c'est les sources de revenus d'un YouTuber. Et c'est vrai que c'est pas adapté. Ça donne des idées pour ceux qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que c'est très adapté aux youtubeurs parce que c'est que des produits numériques. Donc, j'ai un livre, en effet, donc c'est un produit physique. Mais c'est vrai que la plupart de mes sources de revenus, ça se passe grâce à YouTube. C'est les sponsors, c'est les vidéos, etc. C'est les revenus YouTube. Donc, c'est vrai que ça ne donne pas des idées non plus à tous les étudiants. Et c'est pour ça que dans le futur, je vais essayer de faire des vidéos, plusieurs sources de revenus lorsqu'on n'est pas un youtubeur, par exemple.
Mais ça, c'était la première version, c'était mon exemple à moi. Bien sûr. Et après, je vais peut-être évoluer vers d'autres sources de revenus qui peuvent être plus adaptées à tout le monde. Ouais, c'est ce qui est le plus proche de ton quotidien, donc Mais en même forcément, tu temps, partages ouais. ça. Mais en même temps, les sources de revenus classiques, on les connaît. C'est Oui, un métier, c'est t'es un CDD, salarié, CDI, voilà. babysitting, tu peux laver des voitures, tu vois, c'est des activités qu'on connaît souvent. Donc, Mmh. y a pas, je trouve pas ça très exotique. Oui, il y avait pas besoin d'en refaire une vidéo, pour expliquer ça parce qu'effectivement, c'est un peu plus populaire. Est-ce que tu peux nous parler un peu parce que tu vois, tu as mentionné le fait qu'il y en a qui t'ont dit: «Ça fait beaucoup de travail pour, ce que ça rapporte». Elles ressemblent à quoi tes journées du coup? Ou tes semaines de créateur de contenu, elles sont vraiment si chargées que ça ou pas forcément? En ce moment, oui, parce que je tourne, dans la France là pour, voir des youtubeurs que je suis moi-même depuis, des années. Mmh. Je suis en train de lancer un nouveau projet en ce moment, donc forcément, c'est très chargé, beaucoup plus que d'habitude. Il faut s'arrêter un peu, hein? Ouais, Non, je mais plaisante, là, ouais. ça fait que quelques semaines. Ah OK. Mais c'est vrai que là, en ce moment, c'est, assez, intense. Mmh. Mais de manière générale, déjà, ça fait que 6 mois que je suis sur YouTube à plein temps et avant, j'étais étudiant, donc c'était assez facile. Je Mmh. faisais mes études la journée et YouTube le soir. Maintenant, depuis 6 mois, toute la journée, je suis sur YouTube Mmh. et je m'arrête, un peu plus tôt dans la journée. Je peux finir mes journées à 18, 19 ou 20. Donc avant, c'était plus tard que ça Bien sûr. et donc oui, je travaille beaucoup. Mais ce que les gens aussi comprennent pas lorsqu'on n'est pas sur YouTube, c'est que sur YouTube, il y a un vrai effet cumulé et tu travailles beaucoup au début pour pas grand-chose et puis après tu peux avoir un inversement où tu as l'impression de très peu travailler, mais les efforts que tu as fait les années précédentes font que tu, vis bien de ta passion et que tu as pas forcément de baisse dans tes revenus alors que tu travailles moins, Mmh. qu'à tes tout débuts. C'est aussi ça pour moi, l'entreprise et l'entrepreneuriat, c'est, travailler beaucoup au début pour ensuite être plus intelligent dans sa démarche dans sa dépense Bien sûr. d'énergie et donc là, je suis encore même si ça a bien fonctionné les 2 dernières années, je suis encore dans la phase où je fais beaucoup d'efforts pour parfois assez peu de résultats, au Mmh. début. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est pas indépendant à YouTube, en fait. C'est la vie d'entrepreneur qui est comme ça. C'est effectivement, tu travailles beaucoup, 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 tu comptes pas tes heures, mais dans l'espoir que si tout fonctionne bien, ben, tu vas pouvoir réduire tout ça, déléguer, créer de nouveaux projets et puis relâcher un petit peu la pédale. Ouais et je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, la vie de youtubeur ou d'entrepreneur, c'est un petit peu comme un sportif de haut niveau. Je vois ça un petit peu comme une carrière que j'ai et on sait que les footballeurs, à part les Cristiano Ronaldo Mmh. qui, à 37 ans, sont toujours, Au top top. niveau, c'est incroyable. Mais globalement, il y a pas de footballeur de haut niveau à 45 ans, je me Mmh. dis et je vois ça un petit peu comme une carrière dans le sens où, bah, je travaille le plus possible dans ma vingtaine et dans ma trentaine aussi parce que je suis sûr que je serai toujours là, quand Mmh. j'aurai 30 ans et plus et après, on verra. Mais au début, ça me dérange pas de faire énormément d'efforts au cours de ma vingtaine parce que c'est dans le contrat, c'est, Mmh. au cours de cette période-là que je vais travailler le plus. Bien sûr, tu capitalises le plus possible et puis après, ça te permettra de lever un peu le pied. Et tu sais quoi, tu fais une transition parfaite pour la prochaine question, le prochain sujet que j'avais en tête. Avec tout ça, 23 ans, est-ce que tu n'as pas l'impression de passer à côté de ta jeunesse? Mmh. Je connais la réponse parce que, enfin, je connais la réponse. Je ne vais pas parler pour toi. Moi, j'ai un avis très précis sur la question. Je te le partagerai après. Mais probablement que des gens ont déjà dû te dire ça. Mais probablement que des gens ont déjà dû te dire ça Ah aussi bah ouais, parce que connaissant le quotidien d'un go muscu, ouais. on te demande pourquoi tu profites pas, pourquoi tu suis ta diète, pourquoi est-ce que tu vas t'entraîner le soir. Donc je suis sûr que oui, quand tu as posé la question à toi aussi beaucoup et oui, on me l'a posé. On me l'avait déjà posé quand je me suis lancé à fond dans la muscu, lorsque j'allais m'entraîner le soir alors qu'il y avait une soirée par exemple. Mhm. On me la repose maintenant que je suis sur YouTube parce que je vais tourner des vidéos et je fais des montages, tard alors qu'on me propose parfois des choses. Alors déjà la petite précision quand même, c'est que maintenant je sors plus qu'avant. J'ai vraiment eu 2 ans là où je suis pas sorti. Je Mhm. pouvais pas de toute façon, mais ça me déplaisait pas tant que ça, j'étais à fond sur YouTube. Mais là déjà j'ai remis un petit peu d'équilibre dans ma vie. Mhm. Parce que c'est vrai qu'à un moment j'étais très, vraiment je pouvais passer très facilement 3 semaines chez moi. Je sortais quand même, Bien faire sûr, des oui, oui. muscu, balades et cetera, mais je sortais pas en soirée. Il y a une année endroit où j'ai fait que 3 soirées dans l'année, quoi. En gros, il n'y avait pas de vie sociale. Oui, le week-end, je voyais des potes, Ok. c'est tout. Mais c'est vrai qu'il y avait mais c'était pas la soirée, c'était en journée Mhm. et donc oui, j'ai remis un petit peu quand même d'équilibre, dans ma vie. Mais je pense que ma génération, moi j'étais, au moment de la crise, j'étais en master. Je suis de 98. La génération 98-2002, on a tous plus ou moins perdu, 2 ans de vie sociale. Mhm. Donc je me dis: «On l'a fait ensemble». C'est un groupe, on c'est cette génération-là, on sait qu'on a perdu 2 ans de soirée, étudiante et je me dis: «Moi j'ai eu de la chance parce que le soir, je j'avais pas de soirée, mais j'avais pas l'habitude de toute façon d'aller en soirée, donc ça a pas trop changé pour moi». Mais en plus, ça me donnait l'opportunité d'aller sur YouTube, et de le faire à fond. Donc en effet, j'ai un peu perdu 2 ans de vie étudiante, mais j'ai trouvé ma compensation et je l'ai très bien trouvé. Je suis très content de l'avoir trouvé, donc je suis pas à plaindre là-dessus. Mais tu es encore jeune, hein.
T'as le temps d'en faire des soirées. Oui, ah oui, c'est ça. En plus, moi, j'ai 23 ans, mais j'en fais 20, voire 18, 19. Donc, je pense que quand j'aurai 26 ans, si je suis dans des bars, ça passe encore, tu vois. Ça passe Ou large. 28, 29, il n'y a pas de problème. Même 30 ans, ça passe, Donc, ça passe large. Oui, je me dis, voilà, je peux profiter aussi, mais mes amis, ils sont aussi, ils commencent à avoir leur job, donc c'est cool, on se voit aussi toujours encore plus qu'avant. Maintenant, on en profite encore plus. Justement, ça nous a donné envie de continuer de profiter de nos proches, de notre entourage. Donc, j'ai pas l'impression d'avoir subi trop ça et d'avoir besoin de surcompenser en sortant Bien toutes sûr. les semaines. Franchement, je sors plus qu'avant, un peu plus qu'avant, mais ça reste dans mon équilibre. Bien sûr. Et c'est ce qui te plaît de toute façon. Tu vas pas t'obliger, j'imagine, à sortir 3 fois par semaine, alors que c'est pas dans ton caractère et que de toute façon, c'est pas forcément quelque chose dont tu as besoin. Oui, et puis ça, c'est un sujet tabou, mais personne n'en parle. Mais les soirées, tout le monde s'amuse pas, hein. Ah En bah, soirée, m'en parle pas. en soirée, il y a ceux qui sont là pour être présents. Il y a ceux qui sont là pour fuir leurs responsabilités. Parce que quand tu es bourré, tu n'as plus de responsabilités en tête. Ça, c'est dur de dire ça. Faut pas le dire trop fort, hein, parce que ça plaît Bah, pas à c'est tout pour le ça monde. je parle Tu peux le dire à moi. timidement dans le micro, Non, mais mais là, j'espère qu'on n'est pas écouté. Là. Bien vu. Le podcast est fait pour ça. Mais tu dis ça à des personnes qui, effectivement, boivent pour oublier leurs responsabilités. À mon avis, ça les blesse profondément. Hein. C'est pour ça que je le dis en rigolant. Mais je l'ai vécu. Et tu le penses? Je pense que oui, il y a des personnes qui fuient leurs responsabilités en buvant en soirée. Je jette pas la pierre parce que parfois, moi, j'ai oublié une mauvaise note en étant en soirée aussi. Donc, c'est pour ça que je l'ai vécu. Mais c'est vrai que comme j'ai fait comme des soirées, je suis pas un gars je suis sorti. Je connais l'ambiance étudiante. Ouais. Et je sais qu'en effet, tous les gens s'amusent pas en soirée. Il y a un petit groupe qui s'amuse vraiment et profondément. Ils ont envie d'être là et nulle part ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y en a qui s'ennuient, qui font semblant de s'amuser. Il y en a qui font semblant d'être bourrés alors qu'ils ne le sont pas. Tu vois, c'est des gens qui feintent. Il y a beaucoup de gens qui feintent en soirée. Il y en a qui s'amusent, mais il y en a aussi qui fuient leurs responsabilités. Bien Donc, sûr. l'éloge qu'on fait souvent en soirée étudiante, c'est vrai que moi, je les remets un petit peu en question pour avoir fait pas mal de soirées. Les moments où j'étais vraiment le plus heureux intérieurement, c'est lorsque je faisais du montage vidéo ou que j'étais à la salle ou que j'arrivais à faire les deux en même temps. Intéressant. Je sortais le soir et j'étais allé à la salle avant, donc j'étais un peu... j'étais bien. J'avais l'impression d'avoir assumé mes responsabilités et j'essaie de trouver un équilibre entre ma vie sociale, ma vie de musculation, d'amateur bodybuilder. Donc oui, j'ai trouvé mon équilibre. Mais c'est trop intéressant ce que tu dis sur justement les différents profils de personnes qui se rendent en soirée et ceux qui effectivement passent un très bon moment, d'autres un petit peu moins. Il y a aussi une grosse pression sociale, hein, surtout quand on est étudiant. Beaucoup d'étudiants ont l'impression qu'ils doivent forcément sortir et décompresser de la semaine qu'ils viennent de passer par justement des nuits blanches, de l'alcool ou des activités qu'ils pourraient faire avec leurs amis. Ils ont raison sur un point, c'est que ça passe de le faire à 22 ans. Passer 32, 34, 36 ans, c'est vrai que ça le fait plus. Alors justement, je suis d'accord avec toi, mais plus tôt on s'en rend compte, mieux c'est, non? Oui, c'est ça, mais moi Ah oui, je vois ce que tu veux dire, ça passe à 22 ans, mais ils se disent t'as en plus fait, le droit à l'erreur à 32. Voilà, c'est le FOMO, tu sais, la peur de manquer. Fear of missing out, Voilà, pour exactement. ceux qui... Fear of missing out. En fait, ils se disent, c'est le seul moment de ma vie où je peux le faire, donc je vais le faire. Sauf que parfois, tu peux le faire une fois, mais c'est vrai que c'est pas parce que c'est le seul moment de ta vie où tu peux le faire que tu dois le faire 3 fois par semaine ou 2 fois par semaine. Je pense que tu peux trouver un équilibre un petit peu plus équilibré, justement, où tu vas assumer tes responsabilités, parce que tu ressens de la culpabilité quand tu assumes pas tes responsabilités et que tu es en soirée, par exemple. Tu le sais. Et souvent, on est entre personnes, justement, qui fuient leurs responsabilités. Et moi, ça me mettait mal à l'aise un petit peu. Je me sentais pas bien lorsque j'étais en soirée et que je savais que j'avais fui mes responsabilités. Mais c'est parce que moi, je fonctionne comme ça. Peut-être que, voilà, je jette pas la pierre. Peut-être qu'il y a des personnes qui le ressentent pas comme ça. Ouais. Ça en fait des sujets. Hein. Ah oui. Ça en fait des questionnements quand on est étudiant et même quand on n'est pas étudiant. Parce que moi, effectivement, je suis passé par là, mais c'est des questions qui restent plus ou moins. Hein. Après, de manière un peu différente, parce qu'il y a d'autres responsabilités. Probablement une envie de faire la fête qui décroît un petit peu, quoique. Mais effectivement, les choses, on ne les apprend pas de la même façon. Et c'est clair que moi, on me l'a dit beaucoup, beaucoup de fois quand j'étais plus jeune, parce qu'effectivement, je refusais de sortir. D'une part, ça ne me plaisait pas forcément, comme tu le dis. D'autre part, je ressentais un peu une culpabilité, comme tu le dis aussi, de ne pas faire face à mes responsabilités. Et troisièmement, j'ai toujours été quelqu'un de passionné. Donc, depuis, je pense, mon adolescence, j'avais une idée de ce que je voulais faire, ou en tout cas, je savais ce qui me stimulait. Et c'était, en l'occurrence, tout ce qui avait un attrait à l'art, le cinéma. Et puis après, ça a été la musculation. Donc, je ne comprenais pas les gens qui me disaient
vas-y, amuse-toi, arrête la muscu. Mais la muscu, c'est ce qui m'amuse. C'est ce qui m'amuse. Donc, pourquoi j'abandonnerais ou en tout cas, je compromettrais ma progression dans le truc qui m'amuse le plus pour faire un truc avec vous qui m'amuse un petit peu moins. Tu vois? Je trouvais qu'il y avait toujours un petit décalage et que moi, des fois, j'essayais de me mettre à leur place, mais mon entourage, parfois, ne se mettait pas à la mienne et considérait ma passion. Je sais pas si toi aussi, ça t'est arrivé. Ouais, alors moi, ça m'est arrivé, mais moi, la chance que j'avais, c'est que au moment où moi, j'étais dans cet état d'esprit, il y avait beaucoup de youtubeurs qui mettaient en avant leur lifestyle sur YouTube. Putain, je suis trop vieux. Non, J'aurais dû naître voilà. 10 ans après. Mais je comprends ce que tu dis et je me dis, c'est vrai que ça devait pas être facile parce que tu devais avoir peut-être des youtubeurs américains, peut-être à l'époque, même pas, je suis pas sûr. Je suis né en 87, hein. Ouais, quand tu étais en études, c'était en quelle année? C'était en quelle année tes études? Attends, j'ai eu mon bac en 2005. Ah ouais, non, il y avait pas il y a pas de YouTube. Ah ouais, je suis vieux. Non, mais j'imagine. J'étais en licence entre 2005 et 2008. Oui, Et c'était là où il y avait le plus de soirées. oui. Et je faisais déjà de la muscu. J'ai Ok, commencé en bah ouais, bah 2006. ça doit être un enfer pour justifier ton mode de vie en fait. Ah, c'était chiant. Parce que moi maintenant, même si en effet, imaginons que je suis à la fac, les gens autour de moi, ils ont pas ce lifestyle muscu, Mhm. souvent. Alors que, mais donc moi, si je culpabilise, si je leur dis non, j'ai Mhm. vraiment l'impression d'être le seul dans la foule qui change de mode de Qui vie. fait chier, et voilà. Ouais, Quoi. c'est ça. Ouais. Alors que maintenant, avec ce qu'on voit sur YouTube, moi j'en connais 10, 15, 20 des youtubeurs qui mettent en avant ce mode de vie où tu manges sain, où tu dors plus tôt que la moyenne, etc. Donc moi, j'ai pas l'impression d'être si différent que ça avec tous les profils que je vois sur YouTube. Donc je comprends ce qu'ils veulent, je comprends ce que tu as vécu, ça doit pas être facile. Mais bon, tu t'en es bien sorti. Ouais, ça se quand même. transforme en thérapie ce podcast. T'imagines? C'est Non, non, surtout- je En m'en fait, c'est suis- surtout la pression d'être un peu à contre-courant. Mais maintenant, même le fitness, c'est beaucoup plus développé qu'il y a 10 ans. Donc, tu justifies plus facilement ça en disant que c'est ta passion et que tu as des objectifs. Souvent, les gens, quand tu dis que tu as un objectif, que tu as ta vision à long terme, etc., ils respectent ça. Carrément. Parce qu'ils savent que c'est dur aussi. Tu penses? Bah, moi, je trouve, moi, si tu justifies ça avec de l'ambition, souvent les gens respectent ça. Parce qu'au fond d'eux, ils savent que c'est dur de tenir une diète ou d'avoir un objectif sportif parce que maintenant, la plupart ont essayé Ouais, de c'est se vrai. lancer. C'est vrai que les choses ont changé. Et que, effectivement, la plupart ont essayé et sont aperçus que Voilà. c'était compliqué. Moi, j'ai pas cette chance-là avec YouTube parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnes qui se sont lancées sur YouTube pour comprendre que c'est dur. Mais au fond d'eux, les gens savent que quand quelque chose est dur, ils l'imaginent en tout cas. Bien sûr. Donc moi, je n'ai jamais eu de problème avec ça. Et puis surtout, j'ai un environnement très positif. J'ai le même groupe de potes depuis que j'ai 5 ans. Donc c'était eux, mon environnement Ouais. privilégié. Et ça posait pas de problème. Ils étaient contents. C'est quand même plutôt cool de voir que la situation a évolué dans le bon sens et grâce aux réseaux sociaux. Parce que comme tu le dis, quand ça n'existait pas, c'était un peu plus compliqué. Mais YouTube, c'est incroyable. YouTube, c'est incroyable. YouTube a sauvé les étudiants aussi, a eu sa part de responsabilité positive dans le confinement, par exemple, pour les étudiants. Les étudiants, c'est aussi pour ça que ma chaîne s'est développée pendant le confinement. Ouais. Avant, ça n'existait pas des youtubeurs étudiants à plus de 100 000 abonnés ou le plus gros, il était à 30 000, 40 000 et c'était des niches. C'était les prépas, la fac de droit, etc. Ouais. Et pendant le confinement, les étudiants, ils ont cherché des conseils. Ils ont révisé avec des vidéos qui s'appellent des Study With Me. C'est des vidéos où tu mets. Oui, je sais, j'avais vu les tiennes. Ouais. Tu vois un peu à quoi ça ressemble. Bah, explique, parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est. Donc en fait, alors moi, j'ai rien inventé. Hein. C'est un concept que j'ai vu sur le YouTube américain où tu as des étudiants qui mettent leur caméra et ils révisent en temps réel. Donc soit ils le font en direct sur leur chaîne YouTube, soit ils filment quand ils révisent et ils la publient sur YouTube. Et c'est juste une vidéo de 2, 3, 4, 5 heures en musique parfois où un étudiant révise. Et c'est con, mais voir un autre être humain réviser, ça motive. Ah mais carrément, je suis j'ai pas besoin de réviser, mais je suis client de ce genre de vidéos, t'imagines? Moi, les vidéos de muscu qui me motivaient, c'était parfois juste un replay de live où un gars fait des tractions, fait des pompes, et tu le vois en temps réel faire ça. Tu te dis, bah, je suis comme lui, je suis un humain, je peux faire des pompes, ou comme là, le Study With Me, je peux réviser. Et donc, moi, j'ai fait ce genre de vidéos pendant le confinement, ça a bien marché, et ça a beaucoup aidé les étudiants. Donc, et je suis sûr que, en effet, YouTube, Internet, ça a sauvé la santé mentale de beaucoup d'étudiants. Donc, moi, je suis pro Internet de toute façon, enfin pro YouTube, bien utilisé, tu vois, des chaînes intelligentes. Moi, ça m'a sauvé plein de choses dans ma vie et ça a sauvé beaucoup d'étudiants pendant le confinement. Donc, je suis un grand défenseur de ça, ouais. Bah ça, j'en doute pas. Et ça a beaucoup de sens ce que tu dis. Et effectivement, enfin, perso, le site que je consulte le plus, c'est YouTube, hein, de très loin. C'est le site sur lequel je passe le plus de temps parce qu'il y a autant de choses qui sont parfaites pour le divertissement, pour décompresser un petit peu, pour apprendre, pour s'éduquer, pour se tenir au courant. Donc, c'est clair que moi aussi, je suis 100% partisan. Et c'est pour ça que c'est la plateforme sur laquelle j'upload le plus, en fait. Je suis le plus actif. Donc, clairement, je peux comprendre quand tu dis que ça a sauvé pas mal d'étudiants pendant le confinement.
Ça m'a sauvé moi aussi, j'ai appris la musculation dessus, bien m'entraîner en musculation. C'est aussi grâce à tes vidéos, hein, c'est pour ça que ça me fait plaisir d'être là, ici. C'est là que j'ai trouvé les vidéos qui m'ont le plus parlé, Mmh. qui m'ont le mieux, instruit et donc j'ai appris la musculation, j'ai appris la nutrition, j'ai appris à prendre soin de moi, j'ai vu des inspirations, j'ai, vu des gens qui avaient 10 ans, 15 ans de plus que moi et qui faisaient des vidéos, un petit peu retour, d'expérience, tu vois? Mmh. Où j'ai l'impression d'avoir, mûri 10 fois plus vite grâce à YouTube. Ouais. Et tu en vois aussi, moi j'ai 23 ans et sur YouTube parfois je me sens vieux quand je vois des gars de 16 ans, 17 ans qui ont une maturité, exceptionnelle aussi, que Ouais. j'avais pas moi lorsque j'avais 16-17 ans. Donc j'ai l'impression que YouTube, ouais, en effet, ça peut, te faire grandir, même parfois c'est flippant. Quand tu vois des jeunes de 16-17 ans qui sont, ultra calés dans un domaine, tu te dis: «C'est incroyable», mais en même temps tu te dis: «Ouais, c'est vrai que YouTube ça modifie un peu le temps». Tu sais, ça accélère le temps d'apprentissage, tu vois, Dans de certains cas, ouais, c'est clair. de quelqu'un et donc moi, je suis reconnaissant de YouTube à vie parce qu'en effet, j'ai tout appris, dessus. Alors, qu'est-ce que tu penses de comment tu imagines les choses dans quelques années ou quelques dizaines d'années? Parce que tu as dit que tu as appris plein de choses sur YouTube. Moi aussi, j'ai appris plein de choses sur YouTube. Beaucoup de personnes qui écoutent ou regardent ce podcast peuvent s'identifier à ça. Est-ce que ça va pas changer la manière dont les étudiants apprennent justement? Ou, est-ce que ça va pas changer notre système d'éducation de manière un peu plus large? Je pense. Alors, déjà, moi, je fais rarement des prédictions parce que souvent, je me plante si je fais Comme des comme prédictions. beaucoup, hein? Tu sais que, petite anecdote, j'avais ma toute première vidéo. Mmh. Au début de la vidéo, je me motive moi-même et j'essaie de motiver les personnes qui me suivaient, donc 17 personnes à l'époque. Et, et, je, et je leur dis, vous savez, ça va être une bonne année. Mmh. Et je le dis fin 2019. Aïe, 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 C'était aïe, une aïe. des seules prédictions de ma chaîne. Tu Fantastique. comprends pourquoi j'arrête de faire des prédictions maintenant, tu vois. J'ai dit ça va être une bonne année et juste avant 2020, je veux dire, Ouais. c'est quand même une belle performance. Donc maintenant, je fais plus de prédictions. Mais je t'avoue, j'y ai pensé. J'ai une vision optimiste. Je me dis que dans quelques années, sur YouTube, donc que ce soit les études, le Mmh. sport, la santé, l'investissement, tous ces domaines-là, les meilleurs, il y aura un ou deux meilleurs, ou trois, et ils vont dominer. Et c'est-à-dire qu'ils seront présents un peu partout, et ce seront les meilleurs. Donc c'est une vision positive pour moi. Il y aura toujours plein de personnes parce que tout le monde peut se lancer sur YouTube. Bien sûr. Mais je pense qu'il y aura une tête ou deux têtes dans chaque domaine et les études en feront partie. Je pense qu'il y aura un vulgarisateur, deux vulgarisateurs, vulgarisatrices, hein, enfin, je ne Mmh. fais pas Bien sûr. d'exception. Et donc, il y aura des leaders en gros. Et je pense que c'est pour ça que j'espère être un des leaders dans les domaines dans lesquels C'est la question que je j'allais poser. parle. Oui, J'allais c'est dire, ça. est-ce que tu veux en Parce faire que partie? ça me motive aussi. Mmh. Parce que ma vision, je pense qu'elle va se réaliser. Et je pense que, par exemple, dans les études de droit, bah, il y aura une ou deux personnes qui Mmh. seront les meilleurs vulgarisateurs et qui vont avoir quasiment toute l'influence, enfin, toutes les personnes qui Bien sûr, vont ouais, ouais. chercher à apprendre vont un jour ou l'autre tomber sur ces personnes. Je pense que ce sera dans le sport, dans la santé. Et moi, j'espère l'être dans les domaines dans lesquels je serai. Donc, je ne sais pas encore vraiment comment définir les domaines dans lesquels je serai parce que je pars un petit peu de beaucoup de choses, c'est vrai. Mmh. Ce ne sera pas du divertissement, mais on rigolera bien. Et j'essaierai d'être une de ces personnes justement qui sera un référent dans son domaine. Oui et puis, je pense que ça va sûrement s'affiner de plus en plus au fur et à mesure des années. Je pense qu'il y aura plus de cours en ligne aussi. Il y aura des profs. Alors, je t'avais dit, les études de droit, c'est assez verrouillé, les Mmh. connaissances, c'est-à-dire qu'il y a peu de vulgarisateurs en droit. C'est pas forcément bien vu, justement, parce qu'en droit, il y a cette idée de privatiser la connaissance pour Ouais. justement protéger le diplôme aussi. Mais je pense qu'il y aura de plus en plus de professeurs qui vont faire des lives de leurs cours. Certains le font. Il y a un professeur en droit des sociétés qui faisait des lives à la Sorbonne que je suivais moi lorsque j'étais à Caen et je trouvais ça très bien parce que ça me permettait d'avoir une vision différente du professeur que j'avais. Mais on est d'accord qu'ils étaient accessibles qu'aux étudiants, en droit? Non, il le faisait sur Facebook. Ah OK, donc accessible à tous. C'était un précurseur. D'accord. Et je pense que dans les prochaines années, il y aura ça. Mmh. Et naturellement, ben, plusieurs professeurs vont faire ça. Les meilleurs vont récupérer le plus d'audience. Et Bien donc, sûr. je pense qu'à terme, les meilleurs professeurs de droit auront une chaîne YouTube et mettront parfois des cours en ligne. Mmh. Ça à voir parce que certains ont peur de la critique, du jugement, parce que d'un coup, si c'est sur Internet, Et c'est oui, plus 500 étudiants qui peuvent contredire ce que tu dis. C'est c'est potentiellement des centaines de voilà, milliers ou donc des ça leur millions. fait peur, c'est Ouais. normal. Ils sont pas nés avec les réseaux sociaux, ces professeurs en droit. Donc je respecte ça, je trouve ça normal, j'aurais peur aussi à leur place. Mais je pense, de manière optimiste, que ça se passera comme ça dans les prochaines années. Trop bien. Bah, du coup, c'est un peu ton ambition totalement assumée, hein? C'est ça, oui. Bah, je me dis, ça me motive. Que ça se réalise ou que ça se réalise pas, moi, ça me motive à travailler aujourd'hui pour être potentiellement un référent dans quelques années. Mmh. Un peu le gars qui apprend ce qu'on n'apprend pas à faire à l'école. Si je peux être quelqu'un qui est vu comme bah, l'image de ça, ben oui, c'est positif. Et que si ça se réalise pas, bah, tant pis, j'aurais travaillé plus aujourd'hui pour une vision qui ne se sera pas réalisée. Mais au moins, tu auras Mais voilà, j'aurais travaillé. travaillé. C'est bien de voir les choses comme ça. On a parlé de
vivre de sa passion tout à l'heure, en début de podcast. Donc, tu considères que tu vis de ta passion maintenant? Ah oui. C'est officiel. Ah oui, oui. C'est acté. Ah oui, je suis très content. Et qu'est-ce que ça fait alors, à ton âge, de vivre de sa passion? Est-ce que tu as l'impression d'avoir réussi ta vie, entre guillemets, même si, bon, j'allais dire, elle vient de commencer, mais c'est pas le cas, mais tu comprends. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est un mélange de plein de choses. D'une part, je suis content d'avoir rendu mon adolescent, Grégoire adolescent fier parce qu'il regardait YouTube. C'était son échappatoire aussi le soir quand il rentrait du lycée. Il regardait des vidéos YouTube. Enfin, je regardais des vidéos YouTube, c'est moi, hein. À la fac, c'était mon échappatoire aussi. J'adore cette plateforme et donc j'ai rendu un peu le Grégoire d'il y a quelques années fier. Ça, c'est trop cool. Je sens qu'il y a vraiment une partie de moi qui est comblée, tu vois? C'est par ici, je sais pas. On sait pas où, mais Sûrement par ici, le c'est cœur, quelque tu vois? part, ouais. Mais ça m'a rendu très fier. Et en même temps, le lendemain, des 100 000 abonnés, par exemple, c'était mon objectif, les 100 000 abonnés. Bah, j'étais là, ah ouais, ok. Bah, je suis toujours, ok, je suis toujours dans mon corps, je suis toujours dans genre s'il y a des trucs qui vont pas dans mon corps ou dans mon esprit, il a pas changé, tu vois. Faut toujours que je prenne soin de ces deux endroits. Et ouais, en fait, j'ai en même temps réalisé que ça changeait pas la vie d'avoir 100 000 abonnés, quel que soit l'objectif qu'on veut accomplir en fait. Donc, j'ai dû me remotiver. J'ai dû retrouver des projets et c'est aussi pour ça que j'ai retrouvé de l'énergie avec cette idée de faire des podcasts, tu vois. Donc, sur ta chaîne ou sur la mienne, je me suis retrouvé des projets en gros. Parce que sinon j'allais m'arrêter en fait. Enfin, si tu n'as plus d'objectifs, après, Bien sûr. c'est mon moteur, moi. Ok. Intéressant, trop bien. Et c'est cool de pouvoir se dire, ok, j'ai quelque chose de satisfait dans mon corps, on sait pas où. C'est coché. Tu sais, c'est comme, je sais pas, un sportif justement, un but, une action, chez lui, il a un petit, je sais pas, il a un tableau de son action, c'est à vie. Tu vois, c'est à vie. Ouais. Dans quelques dizaines d'années, quand il devra faire le bilan sur sa vie, Quoi qu'il se passe, il y aura toujours ce moment. voilà, ça existera. Et donc, lui, ce sera une action de sport, je sais pas, un moment, tu vois, un souvenir, même pas forcément besoin de l'encadrer. Et moi, je sais que ce moment-là, bah, il restera à vie pour moi, tu vois. Pour moi, ça a eu une influence, ça a eu un impact. Pour d'autres personnes, peut-être que c'est pas grand-chose, mais pour moi, ça a été vraiment un moment et ça restera à vie, ouais. Ah bah j'imagine, ouais. Et sans parler de ce moment, donc à un instant T, est-ce que sur la longueur, enfin plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, tu sens que vivre de sa passion, tu es plus épanoui, tu es plus heureux? On va dire heureux. Voilà, on va choisir le mot heureux parce que c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Et on a tous probablement le désir de vivre heureux, même si on ne sait pas toujours exactement ce que ça inclut. Est-ce que tu as cette impression-là, toi? Ouais, c'est ça. Vivre heureux, j'ai du mal. Enfin, c'est difficile de vivre heureux 100% du temps parce que je veux dire, même quand tu as 100 000 abonnés, même quand tu as atteint tes objectifs Ou d'enfant. 700 000, hein, je te le dis, c'est Ou pareil. 700 000, ouais, c'est vrai. Bah oui, c'est cool que tu valides aussi parce que moi, je parle à mon échelle. Bah, totalement. Hein. Mais en même temps, j'en ai parlé avec Eric Flag, 500 000 abonnés, pareil. J'en ai parlé avec Bodytime, 1 million d'abonnés, pareil. Tu vois, donc je commence à comprendre que c'est pas juste. C'est pas à 500 000 qu'il y a un truc qui se débloque ou c'est pas qu'il y a 1 million, il y a un truc qui se débloque. Mais oui, en effet, même quand tu as atteint tes objectifs, même quand tu as rendu fier une partie de toi, s'il arrive un truc dans ta vie personnelle, sentimentale, ça gâche tout la journée, ça gâche ta journée. Je pensais que quand tu avais atteint tes objectifs, je sais pas, tu étais sur un nuage tout le temps. Tu étais imperméable à tout. Tu étais immunisé. Et je me disais, les gens qui vivent de leur passion, ils se baladent chez eux, ils sont contents, il y a de la musique. Refais le mec qui vit de sa passion, c'est ça. Chez lui, il se fait son petit plat, il pousse ses petits poids à la muscu, tu vois, il s'endort, il est content, il se réveille, il est content. Et en fait, ouais, bah non, tu restes un humain bah, c'était cool en même temps de se rendre compte. Parce que c'est vrai que c'est une vision carrément illusoire, hein, mais totalement. C'est une vision que tu peux avoir quand tu t'es pas lancé sur YouTube. Et je m'en souviens bien parce que c'était qu'il y a 2 ans. C'est ça qui est marrant en fait. Ouais. J'ai vraiment l'impression d'avoir. Ça s'est passé tellement vite que je me souviens encore très bien d'avant. Ouais, c'est ça. C'est tout frais. Ouais, c'est intéressant de dire ça. Et tu as raison de dire que c'est une vision illusoire que beaucoup de personnes ont. Moi-même, je l'ai eu. Hein. Je pensais exactement la même chose. Je sais pas si tu suis Jordan Peterson, si ça te dit quelque chose. Je l'ai cité dans une dernière vidéo, il me semble. Il me semble avoir entendu dire dans un de ses podcasts, être heureux, il faut être malheureux pour pouvoir être heureux. En fait, la définition du bonheur et d'être heureux, c'est justement une alternance de périodes où tu es heureux et malheureux. Parce que si tu es toujours heureux, tu peux plus t'en rendre compte. Alors que si tu passes par des moments de malheur ou de mal-être, entre guillemets, ça te permet de te rendre compte qu'en fait, quand tu as des moments de bonheur, bah, c'est vraiment des moments de bonheur. Et donc, il semblerait que ce soit cette alternance des deux, ce qu'on traverse tous plus ou moins, hein, mais il se trouve que probablement que la clé de tout, je ne sais pas si on peut utiliser cette expression, c'est de trouver l'équilibre entre ces périodes de mal-être et de bien-être. Donc en fait, le bonheur, c'est lié au manque aussi.
Bien sûr. C'est ce que j'avais fait un jour. Alors, c'est parce que je regarde beaucoup de vidéos aussi. Je suis tombé dans le développement personnel il y a quelques années. Enfin, il y a des mots, tu vois. Il y a des mots qu'on sait, on connaît les gens qui ont lu des livres sur le sujet. Mmh. Quand tu parles de gratitude, Mmh. quand tu parles de mindset, quand tu parles Tout de. de suite. Et donc, moi. Tu regarderas les livres derrière toi, tu vas en voir plein de ce genre. Ouais, t'en as un que The War of Art. Ah ouais. C'est mon livre préféré. Sérieux? Ouais. Super Et intéressant. j'ai vu celui-là. que je l'ai lu, et puis après, je l'ai vu dans une de tes vidéos Mmh. ou dans le décor, je sais plus. J'ai fait ah, il l'a lu aussi. Et c'est un de mes livres préférés. Ah, mais il est super bien. Pour ceux qui visionnent ou écoutent ce podcast, lisez-le. Il est très court en plus. Hein, il se lit hyper Le facilement. problème, c'est qu'il n'est pas traduit en français. Il n'est pas facile à trouver en français. Oui, bah, vous avez qu'à apprendre à parler Voilà, anglais. voilà, débrouillez-vous. Débrouillez-vous. On peut pas tout avoir. Hein. Et donc, c'est de Steven Pressfield, The War of Art. Donc, c'est la guerre de l'art et pas l'art de la guerre, qui est un autre livre de Sun Tzu, mais c'est pas le même livre. C'est pas du tout la même chose. Voilà. Donc, c'est de Steven Pressfield, ouais. Et juste pour revenir sur la gratitude, un jour, je me suis dit, mais c'est vrai que, en effet, les moments où je suis heureux, je suis content parce que je me rappelle qu'il y a 2 semaines, j'étais au fond du trou à cause d'un truc. Mmh. Et je me rappelle que je me suis dit à ce moment-là, bah, il faut que je manque de tout pour apprécier tout. Et par exemple, j'ai jamais manqué de nourriture, moi. Ouais. Il y a pas, bon, j'ai eu faim. Il y a des soirs où je sais pas, les parents étaient pas là, je savais pas cuisiner, donc Ça gargouille un peu, mais bon. c'est devenu un jeûne sans le vouloir. Tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que quand j'étais étudiant, il y a pas si longtemps, un jour j'ai fait exprès de pas faire de courses pour ne pas manger une journée ou je sais plus si c'était, j'avais dû prendre un petit déj quand même, Mhm. pas fou. Faut pas déconner. Pas fou. Je crois que j'avais pas mangé, du coup j'ai dû faire 10h à 10h Mhm. le lendemain. J'ai vraiment eu très faim parce que je mangeais, je mange beaucoup, je mange toujours, je mange pas mal de calories, je dois être à 2400 ou 2600 par jour. Et donc, ouais, j'ai vraiment manqué de faim. Et c'est vrai que le lendemain, j'ai apprécié évidemment la nourriture. Et c'est pour ça que les gens qui font des expériences de jeûne sur YouTube, c'était à la mode à un moment, le jeûne 7 jours, 3 jours, 4 jours, tu sais. Ah, bah, je suis en plein dedans. Hein. Ah ouais? Bah, je fais des jeûnes de 24 heures toutes les semaines. Ok, donc toi, tu es dans cette démarche. Du coup, tu manques une fois par semaine Ouais. et tu apprécies la nourriture une fois par semaine. Ah, bah, déjà large. Après, moi, je le fais pour un peu d'autres raisons aussi. C'est pour expérimenter, pour voir si physiologiquement ça provoque des trucs. Mais clairement, pour ceux qui n'ont jamais essayez parce que vraiment, le manque, ouais, ça provoque une sensation de bonheur quand tu retrouves la chose qui t'a manqué. Mm. Et ouais, ça change tout. Oui, et donc moi, malheureusement, on va dire, j'ai pas refait l'expérience, donc je prends toujours la nourriture pour acquis. Mais c'est vrai que les domaines où j'ai vraiment eu les plus grosses douleurs, le plus gros manque, c'est les domaines qui me rendent le plus heureux aujourd'hui. Mhm. Parce que quand tu arrives à combler ça, ce manque en fait que tu as eu, c'est incroyable la sensation après que tu ressens. Ouais. Et par exemple, moi, un des plus gros manques de ma vie, c'était de pas savoir ce que je voulais faire de ma vie. Et c'est pour ça que YouTube, ça m'a sauvé la vie, parce que maintenant, je sais ce que je veux faire. Et j'ai comblé un manque qui était tellement immense, tu vois. Vraiment, c'était un énorme manque, un énorme complexe aussi, parce que j'avais l'impression que tout le monde savait ce qu'il voulait faire de sa vie. C'est pas le cas. Hein. Non, c'était pas le cas, mais je le savais pas à l'époque. De toute façon, quand tu complexes, t'as une mauvaise perspective. Absolument. Ouais. C'est que t'as pas la vraie perspective. Mais bon, donc moi, c'était mon problème. Et donc, ouais, lorsque j'ai comblé ce manque, c'est incroyable la sensation que c'est après. Putain, c'est beau. C'est beau. Mais c'est vrai que parfois, il faut. On va pas aller vers la douleur. Mon expérience avec la nourriture, c'est quand même. Ah bah moi, tu vois, j'ai un avis un peu peut-être plus extrême. C'est que je pense que la souffrance, elle mène au bonheur, carrément. Hein. Oui, c'est lié. Ça C'est va lié. ensemble. Ouais. Donc, oui, mais c'est vrai que ça paraît bizarre de se dire, bon, maintenant, il faut faire l'inverse. Les humains, normalement, on essaie de survivre. Et moi, il faut que je me remette en état de survie pour être heureux. Ouais. Et ça, par contre, j'y crois, ça. Plus tu te rapproches de ton état de survie, plus tu te rapproches de ta nature, plus tu es heureux aussi. Plus tu accomplis tes fonctions d'être humain en fait de base. Bien sûr. Et c'est pour ça que la vie sociale, c'était une fonction de base de l'être humain. Et ça a créé beaucoup de problèmes, on l'a vu. Ouais. Beaucoup de déséquilibres. Carrément. Donc je mets l'accent dessus aussi sur les dernières vidéos que je fais. Tu vois, c'est... Et là, on a abordé plein de choses qui sont trop intéressantes. On a abordé plein de choses qui sont trop intéressantes. Cette notion de souffrance, cette notion de manque, etc. Et on a l'impression que dans la société dans laquelle on vit, il n'y a plus de manque, ça n'existe plus. On manque plus de rien en fait. Bah, on manque pas de je crois qu'il y a nourriture. plus de morts d'obésité que de manque de faim, par exemple. Ah ouais? Je trouve que, je trouve que ça illustre ça. Ça serait intéressant de vérifier ça, mais possible. Possible que dans les pays développés, maintenant, on approche des taux d'obésité qui sont incroyables. Donc ouais, plus de manque. Mais c'est pareil pour tout. Hein. On a envie de commander un repas, Uber Eats, c'est là en 10 minutes. On a besoin de quoi que ce soit, c'est là vite fait. C'est triste. À chaque fois qu'on construit, à l'opposé de... Parce que quand tu as déjà ce que... Tu vois, on construit moins. On construit moins avec nos mains, on construit moins avec nos têtes, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai construit quelque chose, je me suis senti bien.
Et même un repas de cuisine, tu vois, le fait d'avoir les légumes, le fait de créer le repas, ça me rend heureux. Donc, c'est pour ça que je parle des fonctions de base de l'être humain, tu vois. Réfléchir, créer, construire. Cette chaîne YouTube, c'est une façon de construire quelque chose. Mais à chaque fois que je crée quelque chose, je suis content. Et en effet, lorsqu'on a trop de confort, on n'est plus en train de créer et ça mène à de la déprime ou voire pire. Ça a trop de sens ce que tu dis et ça a tellement de sens que je voudrais pas que ça passe pour de la pub, mais j'ai sorti un programme il y a l'année dernière, je crois, qui s'appelle Wellness, où justement je basais les enseignements sur 7 piliers différents et la créativité en faisait partie. Et justement, j'encourageais les personnes qui ont rejoint le programme à cuisiner leur repas avec le plus de couleurs possible et à passer du temps, tu vois, à la cuisine pour faire quelque chose qu'ils vont manger après. Même s'ils n'ont pas de niveau en cuisine, hein, c'est juste passer du temps et créer quelque chose. Et comme tu dis, la création, pour moi, c'est un gros facteur de bien-être et de bonheur, en fait. Et que ce soit dans la cuisine, dans le dessin, dans la peinture, dans le chant, dans la danse, dans tout ce que vous voulez, il y a toujours moyen de créer quelque chose et effectivement, c'est clairement satisfaisant. Bah oui, c'est ça, c'est un besoin d'être humain aussi de construire. On a besoin Ouais. de construire des relations, on a besoin de construire des projets, on a besoin de construire tous les jours des petites choses. Et quand je vais me balader, par exemple, en nature, moi je viens de Normandie, Mmh. donc j'ai beaucoup de chemins de campagne, bah, j'ai l'impression de construire ma santé. Tu vois, ce truc d'être dans un processus où tu avances vers la bonne direction, c'est une façon de construire quelque chose aussi. Donc c'est comme ça que moi je trouve, on parlait d'être heureux, c'est comme ça que je me sens heureux au quotidien. C'est en construisant des petites choses. C'est trop bien d'avoir choisi ce terme, construire sa santé. Et je pense que ça pourrait aider pas mal de personnes de le voir comme ça, justement, de construire quelque chose, que ce soit la santé, sa masse musculaire, son business, ses relations amoureuses, ses relations amicales. Le fait de construire, voir les choses comme ça. Tu vois, je le voyais pas comme ça. Bah, c'est parce que Bien vu. les gens, ils ont une vision binaire. Je suis en Ouais, bonne santé ou je suis en mauvaise santé. Lui, il est en bonne santé, moi, je suis en mauvaise santé, je peux pas changer ça. ouais. Lui, il est bon en drague, moi, je suis pas bon en drague, je peux pas changer Lui, il est ça. riche, lui, il a des entreprises, lui, machin, lui, truc. C'est ça. Et je pense que voir les choses comme construire, et c'est comme les gens, lui, il est vieux, lui, il est jeune. Mm, Sauf que la personne qui dit ça, on n'est jamais plus jeune, on sera jamais aussi jeune qu'aujourd'hui. mm. Tu vois, donc quand je dis, moi, par exemple, si je disais à quelqu'un, toi, t'es vieux, non, moi, je suis vieux, toi, t'es jeune, Ouais. bah, c'est dommage de voir ça comme ça parce que si tu commences dès aujourd'hui à construire, bah, tu es jeune dans le processus par rapport à ton toi dans 5 ans qui Mhm. aura rien fait par rapport à aujourd'hui. Ouais, je comprends. Ok, Ouais. j'espère que j'ai pas perdu de. Jean-Claude Van Damme, gros, allez, sort de ce corps. tu vois. Non, mais en gros, l'idée, c'est que oui, si tu construis quelque chose aujourd'hui, si tu commences aujourd'hui à construire, tu es jeune Mm. par rapport. Parce que tu as encore du temps devant toi. Donc, oui, c'est dommage de voir je suis en bonne santé, je suis en mauvaise santé, c'est trop tard pour moi, pour me mettre en bonne santé, pour prendre soin de mes relations. Si tu commences aujourd'hui, c'est assez tôt. Sacrée maturité quand même, hein. Ouais, je m'effraie un petit peu là. Ouais. C'est pas moi là. Tu vas regarder le podcast, tu vas dire, mais à quel Alors oui, moment j'ai alors, basculé? oui. Comment Alors, c'est? petite précision quand même, parce que moi, hier soir, je suis allé boire un verre avec une amie que j'ai pas revue depuis longtemps. Ah, t'as Je pris suis- des trucs qui t'ont éveillé Non, l'esprit. non, je suis un gamin. Je suis un gamin dans la vraie vie. Et c'est vrai que quand je tourne une vidéo, j'essaie de donner des. Je veux pas faire des blagues, quoi. Enfin, j'en fais dans mes Fais des vidéos. blagues. Oui, c'est ça. Mais je veux dire, quand on parle de sujets importants comme ça, oui, je me concentre sur le sujet. Mais c'est vrai que, oui, je suis pas toujours comme ça. Si vous Ok. me croisez dans la rue, je parlerai pas comme ça. Pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, t'es drôle en vrai. Non, mais Oui, t'es je très m'amuse. drôle. Mais c'est vrai que, bon, là, on a abordé des sujets un peu sérieux. C'était clair d'en parler avec. Mais c'est drôle aussi de prendre soin c'est amusant de prendre soin de sa santé, de construire des. Moi, je m'amuse dans mon métier. C'est stimulant. Je suis un grand gamin. Ouais. Et d'ailleurs, moi, petit, je pensais que les chefs d'entreprise, c'était des gens chiants dans la vie. C'est le cas, hein, parfois. Ah bah, merci. Non, mais bah toi, nous, les youtubeurs, les personnes sur les réseaux sociaux, on a un avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de se prendre hyper au sérieux. Mm. Alors qu'il y a des métiers, en effet, où tu es obligé. Et c'est aussi ça, c'est ce qui me faisait peur dans le droit, c'est que je me disais, non, je peux pas être sérieux autant de temps dans la journée. Ouais. Parce qu'ils le sont pas toujours, évidemment, Bien c'est sûr, ouais. des humains. Le soir, ils s'amusent aussi. Mais c'est vrai que nous, on a cet avantage-là, c'est qu'on peut être sérieux et en même temps, dans des vidéos, faire des blagues ou pas se prendre au sérieux tout le temps. Carrément, carrément. Ça, c'est une bonne chose à retenir. On va quand même parler un tout petit peu de muscu, Mhm. assez rapidement, parce que bon, c'est quand même un point en commun hein, entre tous Ah les oui, deux. oui. C'est la passion de la musculation, du développement physique, aussi bien que du développement mental. Est-ce que tu penses que la muscu, ça t'a aidé à être peut-être mieux structuré, plus rigoureux, plus patient, ou que ça t'a aidé à accomplir d'autres objectifs qui n'ont rien à voir avec la muscu? Bah, la muscu, ça m'a sauvé, tout simplement. Elle m'a pris la muscu. Je sortais d'une rupture. Elle m'a pris Ah, Voilà. l'éternelle histoire.
Je fais de la muscu en sortant. Franchement, là, il n'y a pas d'originalité. Hein. Autant il y a des trucs originaux dans mon parcours. Là, là c'est. Donc, la muscu, elle m'a dit tiens, regarde, t'es en rupture. Je vais te mettre dans une salle. Tu vas pousser des poids qui représentaient bien la charge que j'avais à l'époque. Dans la vie, on a tous des responsabilités, on a tous des poids. Et là, tu vas le faire dans la vraie vie avec des vrais poids. Et je vais te donner une structure, je vais te donner l'envie de prendre soin de ta santé aussi, parce que quitte à pousser des poids, autant optimiser après son sommeil et tout le reste en fait. Carrément. Pour pousser plus lourd et pour avoir plus de résultats. Oui, bah voilà, autant faire tout le package, tu vois, suivre le package. Et donc la muscu, elle m'a sauvé, elle m'a donné un échappatoire, elle m'a donné de la structure dans ma vie, qui m'a servi pour YouTube après, qui me servira dans tous les autres projets que j'aurai après. Donc oui, la muscu... Si tu passes par là, si t'écoutes ces mots, merci. J'aime bien cet environnement-là. Tu sais, c'est cool. Ouais, les gens comprennent pas à quel point. Parce que là, on est dans ma salle de sport. Hein, pour ceux qui écoutent ou ceux qui regardent, on est dans ma salle de sport. On est au gymnase à Lyon. On est au gymnase, exactement. Ouais. Et les gens se rendent pas compte que donc là, il y a 30 mètres carrés, 40, combien de mètres carrés là? La salle en entier? Ouais. 300. 300. On dirait pas. Mais je pensais à cet endroit-là, mais en gros. Les gens ne se rendent pas compte que notre vie peut changer dans un espace comme ça, juste avec des machines. Ça peut paraître bizarre, mais il y a des changements mentaux qui peuvent se passer dans une salle comme ça. Carrément. Et moi, c'était le cas, donc oui. Eh ben, c'était mon cas aussi. Tu vois, c'était mon cas et j'ai toujours entendu ça depuis que j'ai commencé la musculation et même avant. Parce que moi, forcément, mon modèle, entre guillemets, c'était Arnold Schwarzenegger. Ça l'est toujours, hein, dans un sens. Et lui avait tendance à... Mais même d'autres, hein, même que ce soit Bruce Lee aussi, il parlait du sport et de la musculation comme ça. Qui d'autres Stallone, Van Damme, etc. Ils parlaient tous de la musculation comme étant une analogie de la vie, en fait. Quelque chose qui te demande de la rigueur, de la patience, du sérieux, du dépassement, et que ça allait forcément te servir dans n'importe quel autre domaine, que ce soit le domaine pro ou le domaine perso, parce qu'on pourrait très bien faire un parallèle entre la pratique de la muscu et des relations amoureuses aussi, hein, de gérer une relation un peu de la même façon. Il y en a certains, ils doivent se dire, non, mais j'espère que tu gères pas ta relation comme tes séances de muscu. Alors, on va faire 4 séries de 8 répétitions. On va faire un split. Ce soir, c'est full body. Ah putain. Non, mais bon, je pense qu'ils ont compris que dans les grandes lignes, il y avait des traits de caractère qui pouvaient se retrouver dans les deux choses. Ouais, c'est ça. On est des bons ambassadeurs pour la muscu. Hein. Bah là, oui, je pense que si on pouvait investir dans la muscu, bah ouais, j'aimerais bien investir dans la muscu, par exemple. Ouais, qu'on trouve un moyen. On va en discuter. Parce que ça a progressé le fitness en France, incroyable. Mais ça va continuer, hein, ça va pas s'arrêter. Bien sûr, oui, ça c'est clair. C'est incroyable la musculation. On va trouver un moyen d'investir dans la muscu. On va créer un cours, il faut créer un cours. On va en discuter tous les deux. Je crois qu'on a pas mal discuté là. Hein. On a abordé plein de sujets. Et à mon avis, il y a plein de choses intéressantes à en retirer. Et je suis sûr que si jamais vous avez regardé ce podcast ou écouté ce podcast, ça vous a plu de suivre cette discussion. En tout cas, c'était bien dynamique. C'est très cool. Je crois que j'ai le droit de te poser une question auquel oui. t'as pas encore... c'est ça, hein? Ok, j'explique. On va se faire un petit truc maintenant dans chacun des podcasts. À la fin du podcast, on va se faire une question... T'as pas le droit de savoir la question à l'avance, c'est ça? Voilà. D'une part, j'ai pas le droit de connaître la question à l'avance. Et je suis obligé d'y répondre. Si je décide de prendre un joker, il y a un petit gage, tu vois, il y a un petit gage à la clé. Mais je le ferai dans tous les podcasts et on verra si jamais la question, ce sera à moi d'y répondre ou à l'invité d'y répondre. Aujourd'hui, c'est moi qui m'y colle. Balance la sauce. La sim. On dirait Jean-Pierre Foucault, tu vois, qui veut gagner des millions. Je t'écoute. Je sais que tu fais partie de l'équipe Gymshark. Absolument. Comment est-ce qu'on fait pour être un athlète Gymshark? Alors, ça tombe bien, c'est moi qui décide. Mais non. Mais non. Moi, j'ai cru. Non, c'est une fille, non? Il me semble. C'est pas moi qui décide. Alors non, en France, c'est un gars. C'est pas Clémentine? C'est plus Clémentine. Ah mince. Je l'avais suivi sur Insta exprès pour faire pression, pour montrer que je suis là. Alors tu vois, c'est une bonne question parce que, comme tous mes sponsorings, c'est toujours moi qui ai fait la démarche. Il n'y a aucun de mes sponsors qui est venu me chercher en me disant on aimerait bien t'avoir. C'est toujours moi qui ai fait une petite lettre de motivation. Ça a été le cas pour Optimum Nutrition où j'ai envoyé un mail, un super long mail en anglais sans savoir qu'est-ce que ça allait donner. Ça a été pareil pour Gymshark. Donc, la seule solution, en fait, c'est faire comme si que vous alliez, je te dis toi, tu allais postuler au boulot de tes rêves. Et moi, c'était le cas. Pourquoi est-ce que j'ai envie de bosser avec cette marque-là et qu'est-ce que je suis prêt à leur dire pour les convaincre, en fait. Comme n'importe quel boulot. Ok, parce que je pensais que c'était eux qui t'avaient recruté. Ok, donc c'est bien, j'avance dans le processus. Mais c'est un running gag avec mes vidéos parce que depuis la première vidéo, j'ai un t-shirt Gymshark. J'ai dû porter 90% des affaires Gymshark dans mes vidéos. Et donc, j'attends la sponsor. Mais du coup, je ne l'attends plus.
Je vais aller la chercher, c'est ça? Ah, faut toujours. Ok. Mais je pense que ça te surprend pas. Hein. Mais tu peux pas me pistonner. Non. Je ne te pistonnerai pas. J'arrive, Ben Francis. J'arrive. Non, mais parce qu'en plus, tu es très capable de le faire tout seul. Donc, j'ai même pas besoin de te pistonner. Ok. Je sais que tu vas sortir ton. Mais il n'y en a pas beaucoup en France, des athlètes Gymshark. Ça met la pression, hein, c'est pour ça. Je sais pas si ça met la pression, mais je trouve que c'est un bon exercice aussi. De se dire, ok, je vais faire une lettre, enfin un mail. C'est okay. Plutôt là. Je vais l'écrire dans l'hôtel. Je vais faire un mail et puis vraiment, je vais m'imaginer comme un athlète Gymshark ou n'importe quelle autre marque pour voir ce qu'ils me disent. Et puis, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Il y a des marques à qui j'ai envoyé un mail et j'ai eu un retour 1 an après. Okay. 1 an après. Okay. Mais bon, comme quoi, tu vois, ils traînent toujours quelque part. Donc ça va, moi, quand je réponds 2 semaines après, en fait, c'est large, quoi. Ouais, t'es bien. Ouais. franchement, t'es bien. Donc, ok, bah c'est bien, j'avance dans ma recherche, bah ouais, dans ma quête. Peut-être qu'on aura l'occasion de partager un sponsoring Gymshark tous les deux, ouais. si jamais ils veulent bien me garder, parce que c'est pas dit. Et puis, on fera peut-être une séance ensemble. Qui sait. Oui, lourd. Ok. Eh ben, merci beaucoup pour ton temps, Grégoire. C'était trop bien. Si jamais vous ne connaissez pas Grégoire, vous allez le suivre sur YouTube. Ta chaîne YouTube, c'est Grégoire Dossier, comme un dossier. Comme un dossier. Facile. Et puis TikTok, Insta, c'est la même? C'est Greg Dossier. Greg Dossier. Voilà. Bon, bah, très bien. C'était un gros plaisir. Et puis, peut-être on se captera sur ton podcast la prochaine fois. Ah oui, avec plaisir. Et qu'on se fera une bonne séance jambes. Allez. Je vais pas le rater par contre. Bah oui, là, ça fait moins. Le podcast, ça me faisait envie, mais là, la séance jambes, ça a cassé l'ambiance. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast et je vous dis à bientôt. À bientôt. Coupé.